Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Le Puy de Feu. Troisième tome de la trilogie des Tripodes de John Christopher. Traduit de l'anglais par Michel Poslaniak. Chapitre 9. La conférence de l'homme. Un jour déjà, 3 d'entre nous avions grimpé par ce tunnel qui serpentait dans la montagne vers les champs de neige éternels et les glaciers. Nous étions alors à pied, et nous nous reposions quand nous étions fatigués, éclairant notre chemin avec les grosses chandelles qui brûlaient lentement et qui nous servaient à illuminer les grottes souterraines où nous vivions. Ce n'étaient pas les 3 mêmes. Désormais, Fritz remplaçait Henry, et ce n'était pas non plus la même façon de se déplacer. Au lieu de marcher, nous étions assis confortablement dans l'une des 4 voitures tirées par le petit mais puissant train diesel le long de la voie à crémaillère. Au lieu de la faible lumière vacillante des chandelles, nous avions un éclairage vif et constant, grâce auquel nous pouvions lire un livre si nous en avions envie. Nous ne transportions pas de rations, viande sèche, filandreuse et biscuits durs insipides, parce que la nourriture devait nous être fournie à la fin du voyage. Un personnel compétent de 50 membres attendait, à plus de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer, pour s'occuper des délégués et des autres qui avaient eu la chance d'être invités à assister à la conférence de l'homme. C'était Julius qui avait voulu que ça se passe là, au sommet des montagnes blanches qui avaient abrité les premiers germes de la résistance de l'homme contre ses dominateurs. C'était par la volonté de Julius que nous étions venus avec les autres survivants de ces jours de lutte. Nous n'étions pas délégués, bien que nous eussions sans doute pu l'être si nous l'avions désiré. Je ne me vante pas en disant cela, mais simplement, ceux d'entre nous qui avaient combattu les maîtres et les avaient vaincus pouvaient prétendre à des privilèges en tout lieu. Or, nous étions tellement lassés de l'adulation que nous préférions chercher le calme et l'intimité. Nous avions tous 3 regardé dans des directions différentes. Beanpole s'était consacré à la recherche, en France, dans les vastes laboratoires qui avaient été construits pas très loin du château du bord de mer. Fritz était devenu fermier dans son pays natal, et il partageait son temps entre ses récoltes et ses bêtes, tandis que moi, moins calme et peut-être moins réfléchi qu'eux, j'avais cherché mon épanouissement dans l'exploration de ces parties du monde que les maîtres avaient dépouillées de leurs habitants d'origine. Sur un navire, avec une demi-douzaine de compagnons, je traversais les mers et jetais l'ancre dans d'étranges ports oubliés sur des côtes inconnues. Bien qu'il y eût des navires à moteur, nous avions un voilier, parce que nous préférions naviguer ainsi. C'était donc notre première rencontre depuis 2 ans. Nous avions beaucoup ri et parlé en nous retrouvant dans la ville située entre les 2 lacs, au creux de la vallée. Mais la conversation s'était épuisée pendant le long trajet dans la montagne. Nous étions accaparés chacun par nos pensées. Les miennes étaient un peu mélancoliques. Je me rappelais ce que nous avions fait ensemble, ce que nous avions vécu. Il aurait été agréable de conserver cette camaraderie des années passées. Agréable, mais, hélas, impossible. Ce qui nous avait réunis était terminé, et nos chemins divergeaient selon nos natures et nos besoins. Nous nous retrouverions de temps en temps, mais toujours un peu plus comme des étrangers, jusqu'à ce que peut-être enfin, vieux, avec nos seuls souvenirs, nous puissions nous asseoir ensemble pour essayer de les partager. Parce que tout avait changé avec la victoire. Il y avait eu des mois d'attente angoissée avant l'arrivée du grand vaisseau des maîtres, mais même pendant ce temps-là, le monde s'était ressaisi en réapprenant les techniques oubliées, réduisant à des mois ce qui avait demandé des décennies à nos ancêtres, des siècles même. Ce ne fut que lorsque, par une nuit d'automne, une nouvelle étoile se mit à scintiller dans le ciel, que les gens s'arrêtèrent pour respirer et regarder avec inquiétude vers les cieux. C'était une étoile qui bougeait, un point lumineux qui circulait entre les autres immobiles et connus. Dans de puissants télescopes, elle s'est matérialisée sous la forme d'un cocon de métal. Les savants ont calculé sa taille, et le résultat fut sidérant.
Plus d'1 kilomètre de long, ont-ils dit, et 500 mètres de large en son milieu. Elle était en orbite autour de la Terre, et nous attendions avec appréhension de voir ce qu'elle allait faire. Ils avaient gagné une première fois par ruse, mais le tour ne marcherait pas 2 fois. L'air de notre planète leur était nocif, et ils n'avaient plus de base où s'abriter. Des hommes portaient encore des résilles, mais elles ne donnaient plus d'ordre. Ils pouvaient essayer de reconstituer de nouvelles bases et y parvenir, mais nous les harcèlerions continuellement avec des armes qui étaient de plus en plus perfectionnées chaque année. Les ayant battus alors qu'ils étaient tout-puissants, et nous, pitoyablement faibles, nous savions que nous pourrions l'emporter quels que soient leurs efforts futurs. Autrement, ils pouvaient envoyer la mort et la destruction depuis leur havre tranquille dans les cieux. C'était une possibilité que beaucoup envisageaient, et à laquelle moi-même je croyais le plus, tout au moins au début. Ils pouvaient espérer qu'après un temps assez long, nous serions tellement affaiblis, notre courage tellement anéanti, qu'ils pourraient descendre et régner sur notre planète meurtrie. Ce serait une lutte plus longue et plus cruelle, mais nous la gagnerions quand même aussi. Ils ne firent ni l'un ni l'autre. Ils envoyèrent seulement 3 bombes, et chacune atteignit son objectif et le détruisit complètement. Les cibles étaient les cités mortes de leurs colons. Nous avons perdu les hommes qui y travaillaient à l'époque, dont beaucoup de savants, mais ce fut une perte de quelques centaines quand elle aurait pu être de plusieurs millions. Et quand la 3e bombe eut explosé, la lumière dans le ciel a soudain diminué, puis disparu. À l'instant où cela eut lieu, Rocky, le dernier maître vivant sur Terre, a bougé dans sa cellule. Une nouvelle, bien aménagée, avec un plafond haut, un bassin-jardin et une plaque de verre pour que les hommes puissent l'observer comme une bête dans un zoo. Il a poussé un hurlement et s'est effondré, mort. Le train traversait lentement la dernière des gares de passage et les parois du tunnel se sont refermées autour de nous. J'ai dit, « Pourquoi ont-ils cédé si facilement? Je n'ai jamais compris. » Fritz eut l'air perplexe, mais Beanpole a dit, « Je ne pense pas que quiconque le sache. J'ai lu un nouveau livre là-dessus récemment, écrit par un homme qui étudiait Rocky au cours des derniers mois. On sait beaucoup de choses sur la façon dont fonctionnait leur corps d'après les dissections, mais leur cerveau reste encore un mystère. Ils se sont résignés à la mort, en quelque sorte, d'une façon inhabituelle aux hommes. Ceux des tripodes sont morts quand leur cité est morte. Rocky a rendu l'âme quand il a compris, on ne sait comment, que le vaisseau l'avait abandonné pour retourner dans les abysses de l'espace. Je ne crois pas que nous saurons un jour comment ça s'est fait. « Nous les reverrons peut-être, » ai-je dit. « Comment avancent les projets de fusée pour la Lune ?»« Bien, » a dit Beanpole. « Et le travail sur l'énergie de propulsion aussi. C'est une sorte de force atomique, mais beaucoup plus subtile que celle que les anciens avaient trouvée. Nous irons dans les étoiles dans 100 ans. Peut-être même 50. « Pas moi, » dis-je joyeusement. « Je resterai dans mes mers tropicales. » Fritz a dit, « Si nous les retrouvons là-haut, ce sera leur tour d'avoir peur de nous. » La salle de conférence avait de hautes fenêtres d'un côté, par lesquelles on voyait une bonne douzaine de pics montagneux, blancs de neige, et la grande rivière de glace bougeant imperceptiblement, qui coulait entre eux sur 50 kilomètres. Le soleil brillait sur tout cela dans un ciel sans nuages. Tout était net et éblouissant, si lumineux qu'on avait besoin de lunettes noires pour regarder plus d'une seconde ou deux. Le conseil, avec Julius comme président, devait siéger à une table installée sur une estrade légèrement surélevée au bout de la salle. Le reste de l'espace était presque entièrement occupé par les sièges des délégués. À l'autre bout, de l'autre côté d'un cordon de soie, il y avait la place pour les autres, ceux qui, comme nous, étaient venus sur invitation spéciale du Conseil, certains officiels et des représentants des journaux et des stations de radio. Dans 1 an ou 2, nous avait-on promis, il y aurait quelque chose appelé télévision, grâce à quoi les hommes pourraient voir chez eux ce qui se passerait à l'autre bout du monde. C'était l'invention que les maîtres avaient utilisée comme première étape de leur conquête pour hypnotiser les hommes et commander ainsi à leur cerveau, et nos savants voulaient d'abord être certains que ça ne pourrait plus se produire avant de la réintroduire. La pièce, bien que grande et haute de plafond, était bondée. Nous avions des places à l'avant, donnant directement sur les bancs des délégués qui étaient disposés en cercle concentrique autour d'un petit espace central.
Chaque section avait l'emblème de son pays d'origine. J'ai vu celui de mon Angleterre, celui de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Russie, des États-Unis d'Amérique, de la Chine, de l'Égypte, de la Turquie. Impossible de les citer tous. Par une porte à l'autre bout, les membres du conseil sont entrés et ont pris place. Nous nous sommes levés. Julius est arrivé le dernier, appuyé lourdement sur sa canne, et des applaudissements ont rempli la salle. Quand ils se sont enfin apaisés, le secrétaire du conseil, un homme appelé Umberto, a pris la parole. Il a été bref. Il a annoncé l'ouverture de la conférence de l'homme et a donné la parole au président du conseil. Il y a eu d'autres applaudissements que Julius a arrêtés d'un geste de la main. Cela faisait aussi 2 ans que je ne l'avais pas vu. Il ne semblait pas avoir beaucoup changé. Un peu plus courbé peut-être, mais il y avait de la vigueur dans son maintien et de la force dans sa voix. Il n'a pas perdu de temps à parler du passé. Ce qui lui importait était le présent et l'avenir. Nos savants et techniciens se réappropriaient rapidement les connaissances et les compétences de nos ancêtres en progressant très vite. La promesse contenue dans tout cela était inestimable. Mais l'avenir glorieux dont l'homme pouvait et devait jouir dépendait aussi de la façon dont il se gouvernerait, car l'homme était la mesure de toute chose. Un avenir glorieux. Il avait raison, ai-je pensé, de parler dans ce sens, parce qu'il n'y avait aucun doute qu'il s'exprimait ainsi au nom de la majorité écrasante des peuples du monde. Ils avaient un appétit insatiable pour les jouets et les merveilles du passé. Partout où on allait, dans les pays dits civilisés, on entendait la radio, et ils étaient très impatients d'avoir la télévision. J'étais allé voir mes parents en passant, et j'avais entendu mon père parler de l'installation d'une usine électrique au moulin. À Winchester, de nouveaux immeubles avaient commencé à s'élever à 2 pas de la cathédrale. C'était ce que voulaient la plupart des gens, mais pas moi. J'ai pensé au monde dans lequel j'étais né et dans lequel j'avais grandi, ce monde de villages et de petites villes à la vie paisiblement ordonnée, sans ennui, sans hâte, qui suivait le rythme des saisons. J'ai pensé aussi à mon séjour au château de la Tour Rouge, au comte et à la comtesse, aux jours passés à monter à cheval et à profiter oisivement du soleil, aux prairies l'été, aux ruisseaux remplis de truites, aux écuyers parlant et riant ensemble, aux chevaliers joutant lors du tournoi, et à Héloïse. Son petit visage calme et adorable sous le turban bleu était aussi distinct que si je m'étais réveillé hier de ma fièvre en la voyant penchée sur moi. Non, le beau nouveau monde qui se bâtissait n'avait que peu d'attrait pour moi. Heureusement, je pouvais lui tourner le dos et retrouver mes mers tranquilles et mes ports lointains. Julius continuait à parler du gouvernement. C'était le point crucial et tout le reste en découlait. Le conseil avait été formé à l'époque où une poignée d'hommes se cachait dans les grottes pour organiser le retour de la liberté. Cette liberté avait été obtenue et des gouvernements locaux s'étaient institués dans le monde entier, chacun administrant son propre territoire. Mais les affaires internationales, le contrôle de la recherche scientifique et le reste étaient sous la juridiction du Conseil. Il était évidemment de l'intérêt de tous qu'un tel système se perpétue, mais il était essentiel aussi qu'il soit soumis au contrôle démocratique des peuples du monde. Pour cette raison, le Conseil était prêt à se dissoudre et à laisser son autorité et ses fonctions à un corps similaire, mais sans doute plus important, qui serait représentatif. Ceci demanderait étude et organisation, et il faudrait ménager une période de transition. La conférence devait décider de sa durée. Cette conférence devait aussi nommer le nouveau conseil provisoire pour remplacer celui d'alors. « Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire, » a dit Julius. « Tout ce qu'il me reste à faire est de vous remercier tous pour votre coopération dans le passé et de souhaiter bonne chance au nouveau conseil et au nouveau président. » Il s'est assis sous un nouveau tonnerre d'applaudissements. Ils étaient forts et enthousiastes, mais manquaient bizarrement d'unanimité. Certains membres gardaient même les mains croisées. À la fin, quelqu'un s'est levé et le secrétaire, qui servait de président de séance, a dit « Je donne la parole au premier délégué d'Italie. » C'était un petit homme basané, aux cheveux rares, dépassant des mailles de la résille. Il a dit « Je propose avant tout la réélection de Julius comme président du nouveau conseil. » Il y a eu des acclamations, mais pas de tous les délégués.
Le premier délégué allemand a ajouté « Je soutiens cette motion ». On a entendu crier « Vote !» au milieu d'un brouhaha. Dans la confusion, quelqu'un s'est levé. Je l'ai reconnu. C'était Pierre, cet homme qui s'était opposé à Julius 6 ans plus tôt dans les grottes. Il était délégué de la France. Il a commencé à parler calmement, mais ce calme trahissait autre chose. Il a d'abord attaqué la procédure consistant à nommer le nouveau président en premier. Cette élection devait suivre la constitution du nouveau conseil et non la précéder. Il a poursuivi en s'opposant à la proposition de ménager une période transitoire. Il n'y en avait pas besoin. La conférence avait le pouvoir de nommer un conseil pleinement efficace et permanent, et devait le faire. Nous avions déjà perdu assez de temps. Il s'est interrompu, puis, regardant Julius bien en face, il a ajouté « Ce n'est pas tellement un problème de temps. Messieurs, cette conférence a été convoquée ici pour en tirer parti. Il était prévu que certains délégués proposeraient de reconduire Julius comme président. On s'attend à ce que nous votions à nouveau pour lui, par sentimentalisme. On nous demande d'asseoir un despote au pouvoir. » Des cris et des protestations ont suivi. Pierre a attendu qu'il se soit calmé et a dit « En temps de crise, il peut être nécessaire d'accepter la loi d'un dictateur. Mais la crise est terminée. Le monde que nous créons doit être un monde démocratique. Et nous-mêmes ne pouvons nous permettre de faire du sentiment. On nous envoie ici pour représenter le peuple, pour servir ses intérêts. » Le délégué italien a crié « Julius nous a tous sauvés !»« Non !» a dit Pierre, « ce n'est pas vrai. Il y en a d'autres qui ont travaillé et combattu pour la liberté. Des centaines, des milliers d'autres. Nous avons accepté Julius comme chef à l'époque, mais ce n'est pas une raison pour l'accepter maintenant. Regardez cette conférence. Le Conseil a mis assez de temps pour la convoquer. Le pouvoir lui était donné jusqu'à la défaite des maîtres. Cela fait près de 3 ans, mais c'est seulement maintenant, à regret. » Il y eut de nouveaux remous dans la salle d'où a surgi la voix du délégué allemand. « Ce n'était pas possible plus tôt. Il a fallu beaucoup de mises au point. » Pierre l'a interrompu. « Et pourquoi ici ? Il y a des dizaines, des centaines d'endroits au monde mieux adaptés pour tenir pareille conférence. Nous sommes ici par le caprice d'un tyran vieillissant. Oui, j'insiste. Julius a voulu la conférence ici, au milieu des sommets des montagnes blanches, comme un moyen de nous rappeler ce que nous sommes censés lui devoir. Beaucoup de délégués viennent de basse altitude et trouvent l'atmosphère oppressante ici. Plusieurs ont le mal des montagnes et ont été forcés de redescendre. Ceci n'émeut pas Julius. Il nous a fait venir aux montagnes blanches, pensant que nous n'oserions pas voter contre lui. Mais si les hommes se soucient de leur liberté, il verra qu'il s'est trompé. » Des cris et des tollés ont résonné dans toute la salle. Un des délégués américains a fait un discours en faveur de Julius. Un délégué chinois aussi. Mais d'autres ont suivi l'orientation de Pierre. Un délégué de l'Inde a déclaré que les personnes ne comptaient pas. Ce qui importait, c'était l'institution d'un gouvernement fort et vigoureux. Et cela exigeait un chef fort et vigoureux, non affaibli par l'âge. Julius avait fait de grandes choses et resterait longtemps dans les mémoires, mais sa place devait être prise par un homme plus jeune. Fritz, près de moi, a dit « Ils ne font pas le réélire. »« C'est impossible, » ai-je dit. « C'est impensable. Quelques-uns dégoisent, mais quand il va s'agir de voter... » Le débat tirait en longueur. Finalement, le vote s'est fait sur la motion de renommer ou non Julius comme président. Grâce à un appareil électrique, les délégués appuyaient sur des boutons marqués pour ou contre, et les résultats s'inscrivaient sur un écran placé contre le mur du fond. Les chiffres sont apparus. Pour 152. J'ai retenu ma respiration. Contre 164. La tempête d'acclamations et de cris d'indignation qui a suivi fut plus violente qu'aucune des précédentes. Elle ne s'est arrêtée que lorsque Julius s'est levé. Il a dit « La conférence a pris sa décision. » Il ne laissait rien paraître, mais sa voix était soudain lasse. « Nous devons tous l'accepter. Je demande seulement que nous restions unis, quel que soit le président et le conseil nommé. Les hommes ne comptent pas. C'est l'unité qui est importante. » Les applaudissements furent rares cette fois. Le premier délégué des États-Unis a dit « Nous sommes venus ici de bonne foi, prêts à travailler avec des hommes de tous les pays. Nous avons entendu les querelles mesquines, des injures à un grand homme. Les livres d'histoire nous avaient dit que les Européens étaient ainsi, qu'ils ne pourraient jamais changer, mais nous ne les croyons pas. Eh bien, nous les croyons maintenant. Cette délégation se retire donc de cette conférence grotesque. Nous avons notre propre continent et nous pouvons nous débrouiller seuls. »
Ils ont repris leurs affaires et se sont dirigés vers la porte. Avant qu'ils y parviennent, un délégué chinois a dit de sa petite voix chantante « Nous sommes de l'avis de la délégation américaine. Nous ne pensons pas que nos intérêts seront servis par un conseil dominé par les passions qu'on a vues s'exprimer aujourd'hui. Avec regret, nous devons partir. » L'un des délégués allemands a dit « C'est la faute des Français. Ils ne pensent qu'à leur intérêt et à leurs ambitions personnelles. Ils veulent dominer l'Europe comme ils l'ont dominée dans le passé. Mais je voudrais leur dire ceci. Attention, nous, Allemands, nous avons une armée qui défendra nos frontières, une force aérienne. » Ces remarques se sont perdues dans le brouhaha. J'ai vu les délégués anglais se lever et suivre ceux qui étaient déjà partis. J'ai regardé Julius. Il avait la tête penchée, les mains devant les yeux. En sortant du bâtiment de la conférence, on pouvait s'aventurer sur la pente neigeuse et dure qui montait au massif même de la Jungfrau. Celle-ci scintillait sur notre gauche, le Mönch et l'Eiger sur notre droite. Il y avait le dôme arrondi de l'observatoire en mise en service pour étudier les cieux lointains et calmes. En contrebas, les champs de neige disparaissaient dans une vallée verte. Le soleil se couchait, et elle était dans l'ombre. Nous étions silencieux depuis que nous étions sortis de la salle. Mais Beanpole a dit « Si Henry n'était pas mort… » J'ai dit « Un homme aurait-il changé quelque chose ?»« Peut-être. Julius l'a fait. Et on aurait pu être plus d'un. Je l'aurais aidé s'il l'avait voulu. » J'ai réfléchi puis j'ai dit « Moi aussi peut-être. Mais Henry est mort. » Fritz a dit « Je crois que je vais abandonner ma ferme. Il y a des choses plus importantes. » Beanpole a dit « Je suis avec toi. » Fritz a hoché la tête. « Pour toi, c'est différent. Ton travail est important, pas le mien. »« Pas aussi important que ceci, » a dit Beanpole. « Et toi, Will, es-tu prêt pour un nouveau combat, plus long, moins passionnant, sans grand triomphe à la fin? Veux-tu quitter tes mers et tes îles et nous aider à essayer de faire vivre les hommes ensemble, en paix et en liberté? Un Anglais, un Allemand et un Français. Ce serait un bon départ. » L'air était froid mais revigorant. Une rafale de vent a fait voler la neige poudreuse de la face de la Jungfrau. « Oui, » ai-je répondu, « je vais quitter mes mers et mes îles. » Fin. C'était Le Puits de Feu, 3e tome de la trilogie des Tripodes de John Christopher. Chapitre 9. La conférence de l'homme. Traduit de l'anglais par Michel Poslaniec. Lecture par Aidan Cosmo. Musique du générique The Tripods Closing Theme de Ken Freeman, interprété par Keyworld. Cosmoditrice, cosmoditeur, merci d'avoir suivi cette trilogie. Un grand merci également pour tous vos commentaires positifs et chaleureux. Cela a grandement contribué à me motiver pour aller jusqu'au bout. Ce fut un plaisir pour moi de partager ce récit avec vous. Et si vous souhaitez me remercier plus généreusement, n'hésitez pas à me payer de bons cafés. Le lien Buy Me a Coffee est dans la description. Mais également à partager le podcast de la trilogie des Tripodes sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite.